La première grande course de 24 heures a eu lieu le week-end dernier sur le Dubai Autodrome dans le cadre des 24 heures Series et du 24 heures Series Middle East Trophy. Les 24 heures de Dubaï donc ont été remportées par Team WRT, une nouvelle victoire de l'écurie de Vincent Voss avec la BMW M4 GT3 Evo qui était confiée pour l'occasion à Anthony McIntosh, Ben Tuck, Jordan Pepper, Kelvin van der Lide et Fran Rueda, avec Laurent Mercier qui était sur place pour ce premier grand double tour d'horloge de la saison 2026. Nous allons revenir un petit peu sur le résultat de la course évidemment, mais surtout sur ce qu'il faut un petit peu retenir de cette nouvelle édition des 24 heures de Dubaï qui sont donc au menu de notre nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, tu es de retour de Dubaï et du Moyen-Orient en ce 20 janvier, à date à laquelle nous enregistrons ce podcast et ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil. Laurent, les 24 heures de Dubaï ont donc ouvert la saison un petit peu comme chaque année, puisque en amont des 24 heures de Daytona qui auront lieu ce week-end, l'épreuve des Émirats est un rendez-vous habituel pour bon nombre d'équipes locales et européennes, de plus en plus, tu vas peut-être nous en parler d'ailleurs. Et on a vu une nouvelle fois Team WRT s'imposer sur cette édition 2026 des 24 heures de Dubaï. WRT, Laurent, qui n'en finit plus d'augmenter son palmarès. On en est, si on en prend en compte les statistiques qui ont été fournies par l'équipe, au 71e et 72e titre pour la structure de Vincent Voss, puisqu'on vous rappelle que ces 24 heures de Dubaï faisaient partie du 24 heures Series Middle East Trophy. Laurent, Team WRT a avant tout préparé sa saison 2026, puisque quand on regarde les équipages, on voit notamment Anthony McIntosh qui sera un des pilotes du championnat du monde d'endurance en LMGT3 pour l'équipe belge. Certes, c'est une nouvelle victoire, mais c'est avant tout la préparation d'une saison à venir qui sera plus qu'occupée pour les troupes de Vincent Voss. Ouais, salut Pierre. Victoire de plus, même un doublé d'ailleurs, pour WRT, des BMW qui ont quand même pas montré grand chose en essai. Et dès que la course est partie, on a quand même vu des BMW très à la fête, aussi bien les deux de WRT que les deux de Paradigm Compétition. Donc sans la présence de Vincent Voss que tu mentionnais un peu plus tôt, puisque c'était Kurt Molokens qui était sur place, mais Vincent n'a pas fait le déplacement parce qu'il y a les 24 heures de Daytona qui arrivent et c'est quand même un gros morceau avec le début de l'équipe en Il y GTP. avait l'Aurore, Laurent, on rappelle, en marge des 24 Et il heures y de avait Dubaï. l'Aurore le même week-end. Ah, exactement, il y avait l'Aurore le même week-end. Une belle mise en préparation pour WRT de la saison. Des débuts de Jordan Pepper avec BMW aussi qui se sanctionne du coup par une victoire. Anthony McIntosh qui lui a la particularité d'avoir roulé, enfin d'être inscrit sur deux voitures de BMW, une de WRT et une de Paradigm Compétition. Et ben ça repart avec la victoire pour Anthony McIntosh. Et la deuxième voiture de WRT, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y avait notamment un Christopher Haas dedans, qui était un peu une petite C'est surprise. ce que j'allais dire, Christopher Haas, qu'on connaît pour ses longues années sur les Audi R8 LMS GT3. Il avait gagné d'ailleurs avec Audi en 2024, Laurent. Et c'est vrai que de le voir là sur une BMW, c'est un peu particulier, on va dire. Oui, alors après c'est vrai que avec la fin des programmes officiels Audi Sport du côté de Christopher Haas, bon qui fait partie quand même des pilotes qui ont le plus d'expérience en GT3. C'est un pilote qui a toujours roulé avec l'Audi depuis plus de 10 ans. Donc ouais, donc Christopher Haas, bien, bah écoute, belle entame, bon relais. Pas grand-chose à dire de plus sur la prestation de WRT. Paradigm Compétition a bien mené sa barque aussi, hein. Bon après, on avait quand même une voiture notamment pilotée avec Augusto Farfus, donc ça complète, on va dire, le top 5, même pas le top 4 d'ailleurs, de BMW. Parce que l'autre voiture qui avait beaucoup aussi à jouer, mais qui était engagée en AM, connu un problème en fin de course, de mémoire, qui a pas terminé, mais qui a pas terminé la course, mais Qui est classé, ouais. qui est classé. C'est un peu la particularité de cette course, de ces courses, c'est que tu peux très bien abandonner, enfin ne pas finir la course, mais être classé quand même. Alors, c'est un problème de frein qui est survenu sur la 992, qui était en lice pour le podium au général, Laurent, et pour la victoire en AM. On a fait rapidement le tour de ce top 3, Laurent, qui est complété, on va le mentionner, par Mercedes et par Winward.
Racing avec la Mercedes AMG GT3 Evo numéro 16, où on avait notamment Maro Engel, Lucas Stolz, Dan Haro et Sergei Stoliarov. Winward qui avait perdu une voiture sur une perte de roue. Une perte de roue qui a également frappé une des Audi du As RT alors que la voiture était aux avant-postes. Laurent, on va maintenant parler plus globalement avant de passer en détail certains points qui t'ont marqué sur cette épreuve, que ce soit du côté des pilotes ou du côté des équipes. On va revenir sur cette liste des engagés, on va dire, cette grille de départ, puisque la course est désormais terminée. Sur cette grille de départ, de façon globale, on avait quand même un nombre, encore une fois, important hein, de voitures, 59 voitures sur le classement final, on va dire, en comptant les voitures qui n'ont pas terminé. C'est la preuve que Dubaï reste quand même un rendez-vous assez important pour beaucoup d'équipes. Et comme je le disais en introduction, il y a certes beaucoup d'équipes européennes qui viennent préparer la saison, mais il y a quand même pas mal d'équipes locales. Hein. Je pense à Dragon Racing par exemple, à Fulgency Racing qui a une base locale. C'est vraiment ce qu'on disait, Laurent, dans un précédent numéro, le Moyen-Orient, cette zone géographique du monde, tend à se développer de plus en plus. Oui, exactement. C'est exactement ce qu'on disait dans un précédent podcast. Je pense qu'à court terme, ce sera un peu the place to be. Pour l'instant, c'est the place to be en hiver, hein. Alors, c'est sûr qu'en été, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même la chaleur qui est quand même bien présente. Mais on a des circuits dans la région du Moyen-Orient de plus en plus blindés, on va dire, de track day ou même de compétition. Donc, c'est vraiment un bon point pour la région. Et ce qui a changé ces dernières années aux 24 heures de Dubaï, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes GT3, il y a de moins en moins de petites voitures. Moi, je me souviens, les premières années où j'y allais, c'était 2008, 2009, où tu avais encore tu pouvais encore avoir des Ford Fiesta, des Citroën C1, des Renault Clio, des Volkswagen Beetle, toutes ces petites voitures-là, elles ont été balayées par l'arrivée de plus grosses équipes. Et il y a aussi une catégorie qui s'est développée, et je pense qui a mis un petit peu aussi de côté les petites voitures, c'est la catégorie 992 avec beaucoup de cup. Donc ça, c'est un vrai changement ces dernières années. Donc là, maintenant, les GT3 et les cups ont cannibalisé le reste. Et même les GT4, tu vois, t'as pas beaucoup de GT4 au départ. Cette année, si tu prenais le départ, si tu faisais une belle course, tu finissais sur le podium. Donc ça, c'est un peu ce qui fait la différence. Et après, c'est sûr il y a beaucoup de trafic. Pour être honnête, je pense qu'il y a des pilotes qui n'ont pas spécialement le niveau. Quand tu vois certaines actions en piste, c'est encore une course hivernale. On se dit ouais, on irait bien faire une course de 24 heures aux Émirats. Ok, ouais, d'accord. Mais maintenant, ça reste une course de haut niveau. Pour avoir échangé avec pas mal de pilotes pro, les pilotes pro ont dû aussi se défaire un peu des vrais gentlemen. Donc c'est bien qu'il y ait des gentlemen au départ, mais attention quand même que ce soit pas une course qu'on puisse simplement acheter avec une licence. Laurent, on va rentrer un petit peu dans les points qui t'ont marqué, hein, positivement ou pas, sur cette course des 24 heures de Dubaï. On va commencer par les vainqueurs. On parlait d'Anthony McIntosh, hein, qui sera au départ du championnat du monde d'endurance en catégorie LMGT3 avec WRT. Il y avait un pilote qui était, lui, forcément scruté, hein, puisque c'était sa première avec BMW, c'est Jordan Pepper. Jordan Pepper qui commence donc, comme on l'a évoqué, par une victoire avec la M4 GT3 Evo. Il roule avec son frère, comme il l'appelle, entre guillemets évidemment, Kelvin van der Linde. Jordan Pepper, Laurent, il a fallu un peu changer de logiciel, on va dire, de programmation, en passant de la Lamborghini Huracan GT3 Evo et son architecture qui est complètement différente de la BMW M4 qui possède son gros moteur à l'avant. Ça a franchement bien fonctionné puisque le Sud-Africain en plus en fin de course a été très, très efficient avec la stratégie de sauvegarde du carburant puisqu'ils se sont évités un dernier arrêt. Les débuts sont parfaits pour Jordan Pepper. Ouais, alors après, Jordan Pepper arrive de chez Bentley aussi, hein, donc il a l'habitude un peu des voitures un peu typées comme la BMW. Je pense que l'association, alors je sais pas après s'ils vont être amenés à rerouler ensemble sur d'autres programmes, mais Kelvin van der Linde et Jordan Pepper, je pense que les deux, outre le fait qu'ils soient sud-africains tous les deux, sont très proches. Et je pense que les deux dans la même caisse, c'est deux mecs qui ont
pas forcément d'ego à rouler ensemble et tout, donc je pense que ça pourra faire très mal. Tu sous-entends par là que les voir en Sprint Cup, par exemple, en GT World Challenge, ça pourrait faire un sacré équipage, quoi. Ah, je pense. Ouais, je pense parce que si tu te souviens, on était ensemble à l'arrivée des 24 heures de Spa, où Kelvin Van der Linde était en salle de presse et avec les larmes aux yeux quand il voyait Jordan Pepper s'exprimer. Donc ça en dit long sur l'amitié entre les deux. Donc ouais, je pense que ça peut vraiment faire mal. Ouais. Laurent, un autre élément à mentionner sur cette arrivée des 24 heures de Dubaï, on l'a évoqué, c'est Paradine Compétition, puisque outre Team WRT, le clan BMW a été plus que très bien représenté par Paradine Compétition. Darren Lung, hein, qui est notamment derrière la structure et qui évoluait sur les deux voitures. Laurent, on a vu, hein, Paradine Compétition, on les connaît du GT World Challenge, hein, déjà, notamment en Bronze Cup. Et là, ils ont montré, notamment avec Augusto Farfus ou Pedro Ibrahim qui vient du GT4, Jamie Day qui vient également, lui qui était pilote, qui est plutôt pilote Aston Martin, mais là qui évoluait sur la BM. On a vu cette structure vraiment au niveau. Hein, au niveau, certes, il termine un peu plus loin que les deux voitures WRT, mais Paradine Compétition, est-ce que c'est la bonne surprise selon toi du classement du top 5, on va dire, parce qu'après on retrouve Winward et Herbert qui eux sont des habitués de cette épreuve et du GT3, mais Paradine Compétition à ce niveau, est-ce que selon toi c'est quand même la bonne surprise de ces 24 heures de Dubaï? Je pense que quand tu regardes le classement, si tu avais une BM, t'étais quand même plutôt pas mal. Donc est-ce que c'est la BM qui était très bien ou est-ce que Paradine Compétition a un peu haussé le niveau de jeu? Bon, je sais pas. C'est vrai que Paradine Compétition était là. Laurent, dans le top 6, on retrouve Pure Racing, la Porsche numéro 92, avec Alex Malikin évidemment derrière l'engagement de cette 911 GT3R, Alexei Nessov, Max Hofer et Michel Gatting qui évoluait, la pilote Iron Dems, hein, qui évoluait dans cet équipage mixte avec écoute Laurent, une sixième place au terme d'une course où la Porsche s'est montrée certes discrète mais n'a pas fait d'erreur manifeste. Le clan Porsche globalement n'a pas été, on va dire, au niveau absolu de BMW ou de Mercedes, mais on retrouve encore, hein, les Herbert Pure Racing, les équipes habituées de cette voiture, hein, encore Lion Speed ou Tsunami RT, sachant Laurent que 2026 ça marque l'arrivée d'une nouvelle voiture, hein, la version Evo qui elle sera en action notamment aux 24 heures de Daytona. Est-ce que tu t'attendais à voir les Porsche quand même un petit peu plus haut dans la hiérarchie ou au final ça respecte un peu ce que tu as vu en piste depuis le début de la semaine de Dubaï, sachant que Herbert remporte quand même la catégorie Pro-Am avec Antares O, Ralph Bonn, Loïc Hartog et Joel Sturm. Pour ce qui est des Porsche, quand tu vois le début de course de la numéro 10 de celle de Herbert Motorsport, comme tu l'as mentionné, qui a remporté la catégorie Pro-Am, tu pouvais t'attendre même encore à un meilleur classement, même si elle termine cinquième. Quant à Otaresso, Ralph Bohn, Luke Hartog et Joel Sturm, la 10 venait de gagner, alors pas spécialement avec le même équipage au complet, mais elle venait de gagner les 6 heures d'Abu Dhabi une semaine avant. Et cette Porsche, bon, elle a un petit peu mis le bazar en début de course parce que Luke Hartog a été très vite. Et, euh, et finalement, il y a une Porsche dont on n'a pas vraiment parlé, qui pour moi a fait une belle perf. C'est celle de Razun Morzan Racing, notamment pilotée par Vlad Lomko, qui termine dans le top 10. Cette Porsche Razun, cette équipe Razun même qui fait confiance maintenant à Porsche, qui a longtemps fait rouler des KTM en GT, même en GT2. Monte en puissance, cette équipe reçoit le support, enfin le soutien maintenant de Christophe Hubert, hein, qui est l'ancien patron de Hubert Motorsport, qui était avec Proton. Et donc je pense qu'on va voir cette équipe en GT World Challenge Europe cette année, prestation qui pour moi est à souligner. Juste Pierre ouais donc Pure Racing donc parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont posé la question. Michel Gatting donc roule maintenant dans un équipage mixte, comme on a pu le voir, toujours quand même avec quelques logos Iron Dam. Donc maintenant on attend la suite de savoir qu'est-ce qui va se passer par rapport à Porsche. Est-ce que Porsche va la mettre, je pense, soit en ELMS ou en GT World Challenge Europe, voire même les deux, pourquoi pas. Laurent, on va revenir rapidement sur Mercedes qui a certes terminé à la troisième place avec Winward Racing. Il y avait également Grove Racing avec l'association faite avec GetSpeed, avec notamment Jules Gounon qui est associé à Chris Lulam, Kay Allen et la famille Grove, Brenton et Stephen. Laurent, on a beaucoup parlé de Jules Gounon de Mercedes avec un certain Max Verstappen, aussi Chris Lulam.
Est-ce que certes, la famille Grove fait confiance à Jules hein, depuis quelque temps, mais est-ce que aussi le fait d'associer Jules et Chris Lulam là sur cette course de 24 heures, c'était en partie aussi pour préparer un petit peu ce qui arrive, puisqu'on vous rappelle que Verstappen, alors Verstappen.com, Verstappen Racing, l'appellation officielle, voilà, sera définie par la liste des engagés, mais roulera en GT World Challenge Europe cette année, et Jules Goudon et Chris Lulam seront de la partie. Bah oui, oui, je pense que Jules, c'est le parfait coach pour un Max Verstappen qui n'était pas aux 24 heures de Dubaï, mais aussi pour Chris Lulam, qui a montré quand même de belles choses l'année passée pour ses débuts en GT3. Et je pense que ça lui a permis aussi de passer un step à Chris Lulam, de rouler avec un pilote du calibre de Jules Gounon. Donc c'est sûr qu'on attend encore la répartition des. Enfin, en GT World Challenge, on l'a, mais il y aura forcément une deuxième voiture pour Two Seas Motorsport avec Verstappen.com. Et donc ça a permis à Chris Lulam, enfin Chris Lulam, moi personnellement, a tendance à me bluffer depuis l'année passée parce qu'il a été bon. Il a été bon dans l'Aston Martin, il a été bon dans la Ferrari, il est bon dans la Mercedes. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Bon, il y a quand même eu un souci pour la voiture de Grove, hein, qui a perdu deux rapports de boîte de vitesse en fin de course, qui finit septième. Laurent, on continue un petit peu à passer en revue les points marquants hein, de ces 24 heures de Dubaï. On va parler d'Audi, Laurent, avec la victoire en âme pour la voiture du Continental Racing by Simpson Motorsport. On va retrouver notamment Alex Saka, hein, que vous connaissez bien si vous suivez régulièrement Endurance Info ou nos podcasts, puisque le fils d'Arkinaka, le patron de Attempto Racing, évolue depuis plusieurs années avec les Audi R8 LMS GT3. Laurent, plus que Continental Racing, on va évoquer As RT. As RT, ça sera à lire hein, prochainement sur notre site internet. Mais Laurent, l'équipe poursuit sa croissance. On les a vus aux 24 heures de Spa. Est-ce que déjà il y a un programme qui se dessine pour l'équipe qui aligne les Audi R8 LMS GT3? Alors, bonne surprise en début de course avec la voiture, malheureusement, qui a perdu une roue, celle qui est engagée en âme, parce qu'elle était dans les positions de tête au général. Malheureusement, la perte de la roue, ça a fait chuter cet Audi au classement. Et franchement, c'était vraiment un beau début de course pour l'équipe de Sandrine Haas et de Chris de Doncker. Et oui, il y aura un programme en GT3. Alors, est-ce que le programme en GT3 cette année sera avec Audi? Oui. Est-ce qu'il y aura qu'Audi? C'est pas sûr, parce que ACRT discute avec d'autres constructeurs pour hausser un petit peu son niveau de jeu et pour avoir une GT3, on va dire, un petit peu plus récente. Donc, il y aura les 24 heures series au programme avec l'Audi, mais il pourrait y avoir une participation au GT World Challenge Europe avec un autre châssis. Donc la décision n'a pas encore été prise. Mais c'est une équipe ouais, qui continue de monter en puissance, hein. Comme tu l'as dit, elle a participé aux 24 heures de Spa une fois avec un équipage pro, ce qui est quand même pas rien. Mais il y a l'envie il y a l'envie d'aller un petit peu plus haut. Donc c'est une équipe qui a fait les 6 heures d'Abu Dhabi, qui a fait les 12 heures d'Abu Dhabi, qui fait les 24 heures de Dubaï, donc qui continue un petit peu de prendre ses marques dans la catégorie GT3 et c'est vraiment c'est dommage que ça n'ait pas pu aller plus loin pour cette équipe. Et on rappelle que l'autre voiture, hein, Laurent, la numéro 21, elle rencontrait un souci avec un châssis endommagé dès le premier tour. Donc l'abandon a été précoce pour l'autre voiture. Laurent va finir avec Audi, on va forcément évoquer Saint-Eloc Racing qui a aligné également sa vénérable Audi R8 LMS GT3 Evo. Et Laurent, par contre, on sait que du côté de Saint-Eloc, là, le changement, lui, est en cours, hein, puisque si vous êtes fidèle d'Endurance Info, vous avez déjà pu lire que chez Saint-Eloc, on travaille à aller chez la cousine Lamborghini, Laurent. Bah écoute, c'était une première ligne hein, avec le top 10 shootout hein, sur un tour avec réalisé par Pierre Caffer. Bon après Pierre Caffer on connaît sa pointe de vitesse mais fallait encore mettre la voiture en première ligne. C'est là aussi c'est un petit peu dommage il y a eu un souci et que ça n'ait pas pu aller plus loin que Saint-Eloc Racing. Bah écoute que ce soit Saint-Eloc ou ACRT, l'Audi montre qu'elle a encore de beaux jours devant elle et juste, on a parlé de Mercedes, mais on n'a pas parlé de TFT qui a quand même fait la pole euh, grâce à Benjamin Pack, qui est quand même une belle prestation hein, d'avoir décroché cette pole position face à des pilotes bien plus aguerris et bien plus affûtés, on va dire en GT3, parce que Benjamin Pack, on le connaît pour rouler pas mal en Porsche Carrera Cup France.
même s'il y a depuis l'année passée en 24 heures Series ce programme avec Mercedes, avec TFT, avec Jordan Boisson et Patrick Charlet, c'est un peu un trio hein, qui roule tout le temps ensemble avec le renfort d'un pilote pro. Là, c'était Marvin Klein et je pense que sur les manches suivantes des 24 heures Series, ce sera le renfort d'un pilote officiel Mercedes AMG qui pourrait bouger durant la saison parce que bah il faut tenir compte des concordances de date. Mais là aussi, du côté de chez TFT, bah, on peut être satisfait, même s'il y a eu le souci technique qui n'a pas permis d'aller au bout. Ouais, tout à fait. Un souci d'ABS ouais, qui a freiné un peu cette progression. Et c'est vrai que on voit l'équipe, hein, Laurent, on connaissait TFT en Porsche Carrera Cup. Il y a aussi eu un programme en GT2 avec la Maserati. Il y a ce programme en GT3. T'as pu forcément échanger avec Tony Perard depuis quelques temps. Ça se développe vraiment avec cette volonté d'arriver en GT3, c'est ça? Oui, oui, ouais, ça se développe. Pour l'instant, c'est concentration sur les 24 heures séries, mais il y a l'envie d'aller plus haut, il y a l'envie d'aller aux 24 heures de Spa. Et je te dis, c'est vraiment, c'est un programme TFT construit autour de Jordan Boisson, Patrick Charlex et Benjamin Pack, tu vois. Les trois, je pense, pourraient partir en vacances ensemble sans aucun problème, s'entendent bien. Et il y a vraiment, c'est vraiment un programme qui est réfléchi, qui va prendre de l'ampleur petit à petit. Pour l'instant, bah, ça a marché plutôt bien et l'histoire retiendra que bah, c'est cette équipe-là qui est partie en pole position des 24 heures de Dubaï 2026. Donc maintenant, on reste à concrétiser sur la saison, mais c'est quand même plutôt de bon augure. Et quand cette équipe va arriver sur les manches européennes, bah, elle aura derrière elle les 12 heures d'Abu Dhabi en décembre, les 6 heures d'Abu Dhabi en janvier et les 24 heures de Dubaï. Donc c'est quand même une belle préparation hivernale pour cette Mercedes et un ancien châssis à Codis ASP. C'était la numéro 89, je crois de mémoire, qui a roulé en 2022 en GT1 Challenge Europe. Laurent va quitter le GT3 pour se concentrer un petit peu sur la classe 992, hein, qui est réservée donc au Porsche 911 GT3 Cup. Et Laurent va parler globalement hein, de cette classe qui a été, pour mémoire, remportée aux 24 heures de Dubaï par Tierra Outdoor Racing by Far, hein, l'équipe Far Autotech, l'équipe allemande bien connue dans le clan Porsche. Euh, Sans forcément revenir spécifiquement sur les vainqueurs, il y avait Robert Dehaene quand même qui a brillé en Cup l'an dernier, et Huub van Eindhoven qui a été déjà plutôt à son aise en 24 heures Series puisqu'il a remporté les 6 heures d'Abu Dhabi qui ont précédé ces 24 heures de Dubaï. Mais on voit, Laurent, que cette classe se développe hein, de plus en plus en 24 heures Series. On sait qu'il y a une course spécifique réservée à la classe, la 992 Endurance à Spa, chaque année désormais. Et il y a un contingent français qui est plutôt bien représenté. Hein. On pense notamment au Seb Lajou Racing. Et Laurent, j'ai envie de m'arrêter un petit peu sur l'équipe hein, de Sébastien Lajou, puisqu'on voyait notamment Mathis Jaubert dans la numéro 910, la voiture qui termine troisième de la classe sur cette épreuve. Et Laurent, Mathis Jaubert, on sait qu'il va rouler chez Genesis Magma Racing en 2026 en WEC. Mais comme il nous l'avait confié, il y a une envie de faire plus que de rouler simplement dans la GMR 001. Ouais, alors bon, franchement, Mathis Jobert, une fois de plus bluffant. C'était pas vraiment prévu à la base qu'il dispute les 24 heures de Dubaï parce comme il était Genesis Magma Racing était en test au Qatar et il est venu pour tester la Porsche GT3 de Lion Speed GP parce que comme tu l'as dit, il y a vraiment l'envie du côté de chez Genesis et du côté de chez Mathis de faire un programme en GT3. Finalement, il est venu renforcer l'équipage Seb Lajou où il a pu retrouver son ancien coéquipier et compère Enzo Joulier et Mathis Jobert pour avoir discuté avec l'équipe Lion Speed GP après ses quelques tours, bah, la mission était déjà remplie, donc il a déjà fait forte impression en seulement quelques tours. Et avec Seb Lajou Racing, pareil, franchement, je sais plus combien, je crois que c'est 8-9 heures. 9 heures, il a dû passer au volant en tout sur les 24 heures. Donc mission accomplie et mission parfaite. Et je pense qu'on le verra en GT World Challenge Europe. Enfin, c'est tout le mal que je lui souhaite dès cette saison sur une GT3 de pointe. Mathis Jobert, qui est quand même, on va dire, l'espoir Endurance Info 2025 des lecteurs. Une nouvelle fois montrer sa pointe de vitesse et être dans une catégorie 992 qui ne cesse de se développer. Comme on l'a dit tout à l'heure, plus de petites voitures et de plus en plus de Porsche Cup. Et ça permet là aussi aux pilotes et aux équipes de rentabiliser les Porsche 911 GT3 Cup en plus des différentes Cups.
de faire des courses d'endurance. Ces voitures sont équipées de l'ABS, ce qui sera le cas maintenant en Cup, notamment en Cup France. Oui, il y a même une course à Spa-Francorchamps réservée à ces 992. Donc, je pense il y a les nouvelles voitures qui vont arriver l'année prochaine, mais ces Cup ont encore leur mot à dire. Laurent, rapidement, on passe en GTX avec CMR qui était de la partie dans cette classe réservée aux voitures un petit peu, voilà, ou pas forcément toujours homologuées, ou des voitures un petit peu différentes. On retrouve notamment la Ginetta G56 GT2, la voiture qui a été présentée officiellement en marge des 24 heures de Spa l'an dernier. On les a vus en tête avant un souci d'échappement qui a empêché la numéro 795. On retrouvait notamment Nico Prost d'aller sans doute s'imposer, puisque c'est la Lamborghini Huracan Super Trofeo de Leipert Motorsport. On retrouve notamment Brandon Leach qui s'est imposé. Et dans cette classe Laurent GTX, il y avait aussi la Rossa LMGT de Rossa Racing, où Roman Rusinov était de la partie, et une voiture qui était couvée en coulisses par le Graf Racing. Laurent, la voiture s'est plutôt bien comportée avant malheureusement un accident assez impressionnant qui a mis fin un petit peu au débat. Comment tu vois ce programme, ça va quand même dans le bon sens de ce que tu as pu voir? Je ne sais pas si tu as pu discuter avec ou l'encadrement ou avec Roman Rusinov. Oui, oui, j'ai discuté assez longuement avec Roman durant la semaine et bon, pour l'instant, c'est une voiture qui est encore jeune. Hein. Elle a disputé les 24 heures de Dubaï l'année passée. Après, il y a eu quelques tests qui ont été faits et il y a eu pas mal de pièces qui ont été changées sur la voiture, qui ont été améliorées. Et c'est pas une voiture qui a beaucoup de compétition derrière elle. Alors, l'accident, heureusement, Roman s'en est sorti indemne. Mais quand tu vois l'accident, franchement. Bon, c'était assez impressionnant et il y a vraiment l'envie d'aller plus loin avec cette Rossa LMGT. Alors on parle pas, quand on dit aller plus loin, on parle pas forcément d'aller dans un premier temps en GT3, mais le but à court terme, c'est d'essayer d'homologuer cette voiture dans la catégorie GT2. Donc c'est un peu l'objectif de Roman Rusinov et de Rossa LMGT. Alors là, par contre, sur le papier, ça pourrait paraître un petit programme. Franchement, les moyens sont mis. On a pu voir, enfin, on a pu avoir un petit peu, je sais pas, une visite guidée, on va dire, de la Rossa LMGT avec Roman Rusinov durant les 24 heures de Dubaï. Et franchement, c'est peut-être un petit programme parce que c'est pas un grand constructeur, mais franchement, la qualité de finition de la Rossa LMGT, franchement, c'est assez fort. On s'est associé avec des personnes, enfin des entreprises connues du monde du sport auto, notamment cette voiture dispose maintenant de freins dédiés qui sont vraiment des freins pour la Rossa LMGT qui sont faits par TM Performance qui équipe pas mal d'équipes Lamborghini, notamment celle de Grasser. Et ça va continuer jusqu'à l'homologation finale de la voiture pour essayer donc de la faire rouler en GT2. Voilà. Donc pour l'instant, il y en a qu'une. Il va aussi falloir travailler sur la voiture de route, parce qu'il va y aussi y avoir une voiture de route qui est en réflexion. Et cette catégorie GTX, où il y a, comme tu l'as dit aussi, donc la Ginetta de CMR, sur le papier, je peux te dire, ça peut être compliqué parce que c'est pas spécialement des voitures qui sont faites pour durer 24 heures, mais ça l'a fait pour la Ginetta malgré quelques soucis. Mais là aussi, on attend plus de voitures à l'avenir. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est un peu comme la catégorie GT4. Il n'y a pas beaucoup de voitures au départ, c'est un peu cannibalisé, donc enfin, là, je me répète, mais à part les GT3 et les Cup. Laurent va conclure ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, avec, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt dans cet épisode, avec le sport auto un peu plus local des Émirats et du Moyen-Orient de façon un peu plus globale. On sait qu'il y a pas mal d'équipes qui roulent et qui s'installent, et qui sont installées dans la zone. Il y a également pas mal de pilotes qui étaient au départ cette année. On connaît un Madal Arti qui était évidemment de la partie, lui, chez Paradine Compétition, qui est bien connu de la scène GT. Il y avait d'autres pilotes et le contingent se renforce petit à petit, Laurent. Le contingent se renforce petit à petit. Oui, oui, c'est sûr. Tu as de plus en plus de pilotes locaux. Alors, on a pu aller en discuter avec quelques-uns. Il y aura quelques interviews à venir, notamment celle du patron de l'équipe Rabdan qui est basé à Abu Dhabi et ces gens-là qui ont commencé petit à petit avec une Toyota GR86 passent maintenant en Cup depuis quelque temps. Quand tu discutes avec tous ces gens-là, bah ils ont un rêve en tête, c'est 24 heures du Mans. Donc ce qui sera pas simple, hein, parce que tout le monde n'ira pas, tout le monde n'a pas forcément le niveau, mais on a des pilotes quand même locaux qui rêvent quand même de 24 heures du Mans. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est là aussi, il y aura une interview à lire
c'est des teams européens qui montent de plus en plus une base aux Émirats Arabes Unis pour faire rouler des pilotes locaux, mais pas forcément que des pilotes locaux. Ça peut être aussi des pilotes européens qui font le déplacement pour aller rouler sur place. Mais je pense notamment à Enrico Fulgenzi Racing, hein, qui est une équipe italienne qui a une Porsche 911 GT3R et qui a maintenant trois ou quatre Porsche Cup basés sur le Dubaï Autodrome et qui va faire rouler des pilotes et qui maintient une base à l'année là-bas. Ça permet de faire des essais, ça permet de rouler l'hiver. Et là aussi, il y a l'idée aussi de monter en puissance. On a aussi un Asian Le Mans Series qui est très fort avec les Émirats Arabes Unis, avec deux meetings. Alors, on a deux meetings encore cet hiver. Est-ce qu'on aura encore deux meetings l'hiver prochain? Rien n'est moins sûr. Mais c'est sûr que la région, là je me répète encore, mais est un peu une plaque tournante. Et il y a une vraie passion de l'automobile. Et on l'a vu avec les spectateurs, il y en a aussi de plus en plus. On a aussi des endroits dans Dubaï qui sont dédiés à l'automobile. Là aussi, on est allé visiter différents cafés qui sont vraiment dédiés à l'automobile et au sport automobile. Et là aussi, il y aura quelques histoires sympas à raconter. Donc ouais, la région continue de se développer. Les 24 heures de Dubaï 2026 étaient donc au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'était le premier numéro, Laurent, de cette saison 2026, après nos awards qui ont fait un petit peu la transition entre 2025 et 2026. Laurent, on va conclure ce numéro en vous rappelant que les 24 heures de Daytona débutent cette semaine avec dès jeudi les premiers essais libres et Thibaut Villemont qui est en partance pour la Floride et qui sera sur place pour vous faire vivre de l'intérieur la première épreuve de l'IMSA 2026 en Floride donc. Et évidemment, ces 24 heures de Daytona seront au menu de notre prochain numéro de Track Limit by Minerva Oil. Laurent, merci pour ce petit tour d'horizon de ces 24 heures de Dubaï et on se donne rapidement rendez-vous dans un prochain numéro. À bientôt!